بسم الله الرحمن الرحيم. Ce n'est que récemment, il faut savoir que ce n'est que récemment, comme il l'a déjà dit dans l'introduction, que les dangers du tabac ont été mis en exergue et ont été ont commencé à être connus. Ça a été fumé partout dans le monde, ça s'est dissipé, propagé partout dans le monde sur la terre entière. Et il faut savoir effectivement que les décès liés au tabac sont énormes, beaucoup plus qu'on imagine. Ça dépasse de loin, notamment les accidentés de la route, les morts par le sida ou les morts par d'autres maladies. Donc c'est assez effarant. Alors, quelqu'un qui fume, évidemment, ce qu'il doit d'abord bien comprendre, nous connaissons tous malheureusement, plus ou moins dans notre entourage, ou des gens plus ou moins proches, et plus ou moins nombreuses, qui continuent à fumer. Dernièrement, alhamdoulilah, sur ces dernières 15 années, le nombre de fumeurs en Belgique a diminué fortement, comme partout ailleurs en Europe, et il est fortement aidé à ce niveau-là par les législations et les lois qui ont été mises en place. Parce que les États n'en peuvent plus de voir le budget de l'État et le budget des soins de santé se creuser à cause notamment de toutes les maladies et les conséquences, les maladies cardiovasculaires et autres conséquences des problèmes liés à la cigarette et notamment au fait de fumer évidemment le tabac. Alors, il est important de savoir que beaucoup de fumeurs, quand vous les questionnez, quand vous les interrogez, ils vous disent « moi, il n'y a pas de problème, enfin oui, c'est vrai que je fume, mais je suis capable d'arrêter. » Si on le pose la question, il y a 8 personnes sur 10, statistiquement 80%, 60 à 80% des fumeurs selon les études sont convaincus qu'ils peuvent arrêter de fumer du jour au lendemain et que ça ne va leur poser aucun problème, qu'ils en sont tout à fait capables et que ça n'entraînera aucune conséquence pour eux et qu'au fond, oui, c'est vrai qu'ils fument mais qu'ils ont l'impression que prochainement ils vont se mettre à arrêter de fumer. Et donc tout le monde s'encourage ainsi. Le fumeur est dans une optique psychologique où il ne réalise pas réellement les dangers du tabac et il ne réalise pas lui-même la dépendance qu'il a par rapport au tabac. Donc il ne réalise même pas à quel point c'est une drogue, à quel point son corps et son esprit y sont attachés. Parce que c'est bien là le nœud du problème, voyez-vous, c'est qu'on parle de tabagisme, mais on doit parler en réalité de drogue. Et tant que la population, tant que les gens n'auront pas pris conscience de ça, ils ne comprendront pas pourquoi il est urgent d'arrêter de fumer. S'il est urgent de réaliser que le tabagisme est une drogue, c'est parce que on en prend, sous cette appellation-là, on comprend alors toutes les implications que représente cette drogue. Cette drogue, comme l'a appelé si bien Elias, c'est un médecin que nous connaissons, qu'il a appelé une arme de destruction, je te remercie, une arme de destruction massive. C'est bien plus que tous les missiles Scud cachés ici ou là dans le monde. Ça mériterait à soi-même, à lui tout seul, une guerre d'ampleur planétaire. Alors, donc nous parlons du tabagisme, nous parlons du fait que notre copain qui sur une cigarette fume à côté de vous, recule un petit peu poliment, etc., et cache sa cigarette très gentiment derrière son dos, etc. Voilà. Ça se fait très poliment, très gentiment, très sobrement, très proprement, j'ai envie de dire. Donc celui qui fume devant vous, maintenant, c'est pas le gars qui va prendre et vous souffler dans la figure, et on va se dire c'est vraiment un moins que rien, enfin il se comporte comme un gros cochon, il fait n'importe quoi, il est impoli. Non, ce sont des gens polis, propres, très bien, des frères, des sœurs qui prient, qui sont pratiquants ou non, etc. Musulmans ou non musulmans bien sûr, mais qui fument. Et ils font ça de plus en plus discrètement, de plus en plus proprement. Pourquoi ? Parce que c'est de plus en plus incivique, c'est de plus en plus malpropre, c'est de plus en plus mal vu. Et ça fait tout doucement son petit bout de chemin dans la société. Dieu merci. Alhamdulillah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fume comme ça proprement et pourquoi est-ce qu'on a tendance à cacher ça ou dire oui je fume mais tu sais j'en fume pas beaucoup hein. Ah bon tu fumes pas beaucoup, tu fumes combien? Voilà. Et là on est dans un deuxième
problème qui est présent chez tous les fumeurs, ils ont tendance à sous-estimer la quantité de cigarettes qu'ils fument. En fait, ils réalisent, parfois pas toujours, qu'il est à 1 paquet par jour, 20 cigarettes par jour. Oui, presque un paquet, un petit peu moins. Tellement le climat de honte est de plus en plus accolé à cette cigarette. Et que quand il faut en parler, c'est de plus en plus difficile. Et comme je l'ai dit, ça participe ça provient du fait qu'il y a une prise de conscience dans la société que cet élément-là est nocif. Vous imaginez bien que le ministère, il ne se serait pas bagarré, battu pour essayer de légiférer, faire des lois, si ce n'était pas clairement nocif et si l'État n'en retirait pas un bénéfice pour la société qu'il administre. Un bénéfice non seulement sur le plan de sa santé, mais en plus un bénéfice budgétaire, parce que les soins de santé liés aux conséquences du tabagisme sont énormes. Et dans bien des pays, on ne les a pas encore bien évalués. Alors, donc on parle de drogue, et la drogue, elle provoque deux choses. Elle provoque une dépendance qu'on appelle physique, et elle provoque une dépendance qu'on appelle psychique. La dépendance physique, c'est le fait que le corps s'imprègne de cette nicotine. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire en combien de secondes ou en combien de minutes ou d'heures il pense qu'en tirant sur une cigarette, en combien de temps après, la nicotine, qui est l'élément principal contenu dans la cigarette, passe dans le sang et arrive au niveau du cerveau? Qui peut me dire un chiffre dans la salle? 1 minute? 5 minutes? 1 heure plus tard? 7 secondes. Combien? 7 secondes. Ah, là on a un ami qui est bien renseigné. Là je reconnais un patient très assidu et très... Machallah, merci Rani. Exactement, il a donné la bonne réponse. J'ai entendu 1 seconde, j'ai entendu 30 secondes. Non. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est 7 secondes. En 7 secondes, il faut 7 secondes entre le moment où la cigarette est sur la bouche et où on tire, on aspire. Il faut 7 secondes après pour que cette nicotine soit fixée au niveau de ces récepteurs qu'on appelle récepteurs nicotiniques, etc. C'est pour des noms très particuliers, au niveau du cerveau. Et pour tout de suite renseigner le cerveau et lui dire, ouf, voilà, la drogue, elle est là, et commencer à provoquer cette espèce d'apaisement et de calme qui va diminuer les symptômes de sevrage et les symptômes de manque. Je vais y revenir. Alors, il faut 7 secondes. Ça, c'est pour la nicotine. Et la nicotine, c'est la cause principale, comme disait Ilyas dans l'introduction, la cause principale, l'élément, je dirais, le composant principal du tabac en général, qui va entraîner cette dépendance psychique et cette dépendance physique. La dépendance physique, c'est le fait que, quand vous ne fumez pas, vous tremblez, vous vous sentez pas bien, vous avez des sensations de malaise, de faim, comme une espèce d'irritabilité. Vous allez vous sentir de plus en plus nerveux, ressentir de plus en plus l'envie irrésistible de fumer au bout de quelques minutes, quelques heures. On s'énerve, on a des difficultés à se concentrer, à patienter, etc., etc. On a des maux de tête, on a parfois un appétit qui est augmenté, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut même, tenez-vous bien, on peut même se sentir dépressif et attraper une dépression du fait de, justement, être en sevrage, qu'on appelle se sevrer de la cigarette, arrêter complètement de fumer du jour au lendemain. Ça peut même aller jusque-là. Heureusement, c'est passager, bien sûr. C'est quelques jours, en général, mais ça va jusque-là chez certaines personnes. C'est vous dire à quel point le corps et l'esprit ressentent cette molécule qui est la nicotine, et à quel point le corps en ressent le besoin. Et donc, on parle bien de besoin, votre corps vous le demande, votre esprit vous le demande, c'est bien d'une drogue dont il s'agit. C'est quelque chose qui vous rend dépendant et qui fait que vous ne savez pas vous arrêter de fumer quand vous voulez ou quand vous le devriez. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à la dépendance psychique, à la dépendance physique? Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On pourrait en parler pendant une journée, on n'aurait pas fini. Je vais simplement vous dire, nous, en tant que médecins, qu'est-ce qu'on peut faire,
peut se proposer de faire. On peut se proposer avec les gens d'être le plus patient, de montrer qu'on les comprend, de montrer que nous voulons les accompagner dans ce processus de sevrage tabagique, parce qu'il va arrêter de fumer aujourd'hui, mais 3 jours après, il a repris, ou 1 semaine après, ou 1 mois après, ou un an, ou 5 ans après. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de boire de l'alcool et qui est habitué. Il va faire l'effort d'arrêter, il va arrêter, il va réussir quelques heures, quelques jours, mais la question c'est toujours combien va-t-il tenir de temps? Et à ce propos-là, je vous invite à essayer d'encourager les gens qui arrêtent de fumer autour de vous ou qui font l'effort de les encourager à ne pas refréquenter les endroits qui les poussent à fumer, les cafés, je le sais où il y a des copains, etc., qui sont des fumeurs et qui vont leur reproposer de fumer, les réunions familiales ou autres, etc., où il y a des fumeurs. Donc, le fumeur, pour essayer de s'abstenir et pour l'aider, il faut un peu le préserver de cet environnement qui n'est pas correct, puisque lui, il est occupé à faire un jihad sur lui-même, sur son nefs, et sur ses envies de refumer. Il est occupé à se battre, et il faut essayer de l'aider. Donc il faut l'aider à patienter, etc. Alors nous, en tant que médecin, on peut leur montrer qu'on les accompagne dans ce processus. On doit leur expliquer que ça peut être long, ça peut être du jour au lendemain, mais ça peut être long. Pourquoi? Parce que on sait que malheureusement, dans un très grand pourcentage de cas, la personne refume. X temps après, mais elle refume. Et puis elle va arriver, dans la majorité des cas, heureusement, Dieu merci, à arrêter de nouveau de fumer. Et donc, l'arrêt du tabac peut se faire avec une chute, une rechute, et ainsi de suite. Mais généralement, alhamdoulilah, c'est quelque chose qu'il faut... il faut absolument se persuader qu'il y a moyen d'y réussir. Et il n'y a personne qui est assez bête que pour continuer à fumer avec plusieurs arrêts après. Malheureusement, certaines personnes n'y arrivent pas. Alors, quand elles n'y arrivent pas, il y a des moyens d'aide. Je vais vite en parler maintenant, comme ça on ne revient pas là-dessus. Il y a des moyens d'aide qui peuvent être des formes de substitution nicotinique, on appelle ça. Substitution, encore de nouveau un mot qu'on utilise dans les traitements liés aux drogues et chez les drogués, chez les personnes droguées, que ce soit à la cocaïne, à l'héroïne, à l'alcool, etc. Donc, pas dans le cas de l'alcoolisme, mais notamment, voilà. On parle de méthadone chez eux, etc. Il y a d'autres produits de substitution, ou de traitement d'accompagnement à l'arrêt. Mais ici, on parle beaucoup de traitement de substitution nicotinique. C'est-à-dire qu'on vous enlève la cigarette, on vous donne de la nicotine sous une autre forme, pour calmer le cerveau, calmer ses dépendances psychiques, qui est plus difficile à arrêter que la dépendance physique, et essayer de vous apporter un apaisement, un début de refonctionnement normal du corps et de l'esprit. Et pour finir, Inch'Allah, après quelques jours d'arrêt de tabac, à vous sentir de façon tout à fait normale et à diminuer les doses que vous prenez de manière à arrêter de fumer. Ces substitutions, quelles sont-elles? Il y a des patchs, il y a des chewing-gums à la nicotine, il y a des comprimés, il y a des comprimés qui font sous la langue, il y a des petites cigarettes en plastique que l'on vend pour essayer de calmer aussi cette dépendance psychique, parce qu'on a l'envie de prendre cette cigarette et n'est-ce pas, on a le tic. Ah oui, mais moi, après manger, après mon café, après avoir vu, à ma pause au travail, j'ai besoin de ça. Alors il prend et il aspire dans ce petit tube en plastique blanc. Excuse-moi pour ton bic. Et il aspire dans ce petit tube blanc de la nicotine, une certaine dose, une certaine quantité de nicotine, pour essayer de nouveau de calmer l'esprit et de nouveau... Voilà. Il est clair que tous ces traitements coûtent cher, il est clair que tous ces traitements, ce n'est pas la panacée universelle, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça y est, tu prends ça et puis allez, ça fait. Alors, de traîne. J'ai arrêté de fumer grâce aux pilules là, grâce à mon pharmacien ou grâce à mon médecin. Non, on est là pour aider, on est là pour conseiller. Ces produits-là ne s'adaptent pas chez tout le monde. Ils ne sont pas conseillés chez tout le monde, pour diverses raisons. Et en fonction du type de personne, plutôt tel produit ou tel autre peut être conseillé. Il y a maintenant de toutes nouvelles molécules, de tout nouveaux médicaments qui coûtent assez cher aussi et qui sont en partie remboursés par les mutuelles.
Alors posez-vous juste une simple question. C'est bête, hein, mais pourquoi est-ce qu'une mutuelle, votre mutuelle, va vous payer, vous rembourser votre boîte à 50, 100 euros de pilules à prendre pendant 4 ou 6 semaines ou 8 semaines de médicaments? Pourquoi? Pourquoi est-ce que votre mutuelle va payer de sa poche quelque chose que vous avez fait de vos propres mains? C'est incroyable quand même, vous ne trouvez pas ça? La mutuelle, heureusement, s'intéresse de plus en plus à ses affiliés. Donc ils font des gestes pour leurs affiliés. Ils essaient de les... C'est très bien. Mais posez-vous simplement la question, pourquoi? Quel est l'intérêt pour la mutuelle que vous alliez mieux, vous? Toi, Radi, pourquoi la mutuelle va te payer, va te rembourser ça? Pour que tu ailles mieux si tu arrêtes de fumer. Tu vas avoir un problème de santé. Voilà, tu as dit la bonne réponse. 2 bonnes réponses déjà, hein, ce soir. Pour avoir beaucoup moins de problèmes de santé, bien sûr. Parce que qui va vous payer vos radios? En grande partie, qui va vous payer les 75% de votre consultation chez le pneumologue ou chez le médecin généraliste parce que vous allez tousser, etc. Qui va vous payer 75% de vos antibiotiques et parfois 50% de tous les médicaments que vous allez prendre pour arrêter de tousser, de cracher, etc. Et qui va vous payer quand vous allez avoir 10-15 ans plus tard une bronchite chronique, tous les médicaments pour aider votre respiration, etc. Parce que vous avez une bronchite chronique avec une toux, des crachats tous les matins, des difficultés à respirer ou à monter les escaliers, à arriver en haut des escaliers, vous respirez mal, vous devez sortir des puffs et des machins et des trucs. Qui va vous payer tout ça? C'est vous qui payez une partie de votre poche, mais c'est la mutuelle qui va payer les 75%, parfois plus, parfois moins, de la plupart de vos médicaments, de vos consultations et de vos soins de santé qui vont découler de votre tabagisme. Voilà pourquoi, récemment, la plupart des mutuelles interviennent aussi pour ces médicaments. Alors bien sûr, c'est parce que c'est pour le bien de la personne, c'est évident. Mais eux aussi, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est qu'eux aussi, ils y trouvent leur compte. Tellement c'est coûteux, tellement ça coûte cher et tellement c'est compliqué. Vous vous rendez compte? Et ça vous donne la mesure de vous dire, mais tiens, mais on s'occupe de ce tabagisme, mais très très haut. Les grands responsables là-bas à l'INAMI, dans les mutuelles, dans les ministères, ils sont occupés à réfléchir. Mais oui, ils sont occupés à réfléchir de ça. Parce qu'ils voient le nombre de morts chaque année, parce qu'ils voient le nombre d'hospitalisations chaque année pour des bronchites chroniques, des pneumonies, et l'emphysème, et toutes les conséquences, et sans parler de tous les cancers évidemment provoqués par le tabagisme. Est-ce que quelqu'un sait me dire dans la salle quel est le risque chez un fumeur pour attraper un cancer du poumon par rapport à un non-fumeur? Quelqu'un connaît la différence? C'est 2 fois plus, 5 fois plus? Je pense que c'est plus chez un non-fumeur. Oui, plus qu'un non-fumeur, bien sûr. Mais combien de fois plus? 10 fois plus? Non, 2 fois plus. 2 fois plus. Un autre chiffre, s'il vous plaît? Allez. 80 fois plus. Selon les études, 13 à 18 fois plus. Un fumeur, on prend 1000 personnes qui fument, 1000 personnes qui ne fument pas, pendant 15-20 ans, on les suit. Dans les 1000 personnes qui fument, il y a au moins 18 fois plus, statistiquement, entre 15 et 18 fois plus de cancer du poumon chez les 1000 fumeurs que chez les 1000 non-fumeurs, qui ont le même âge, qui mangent la même chose tous les matins, qui vont au même endroit en vacances au Maroc, qui reviennent, qui prient dans la même mosquée, ils vivent dans la même ville, ils respirent la même pollution, tout est pareil, kouchi kif kif. Simplement, on prend 2 populations, voilà. C'est pour vous dire à quel point, on parle que du cancer du poumon, là. On n'a pas parlé des autres conséquences. Emphysème, c'est-à-dire la destruction du poumon, qui fait des poches, des trous dans les poumons, et qui donne des zones, des endroits où l'oxygène ne passe plus. Donc à fumer toute votre vie, vous allez vous retrouver 15, 20, 30, 40 ans plus tard avec 2/3 de poumons ou 50% de vos poumons, parfois pire. Si vous survivez évidemment au cancer du poumon, au cancer de la gorge, au cancer du larynx, au cancer de la langue, qui sont 5 fois, 7 fois, 8 fois, 13 fois plus fréquents, 18 fois plus fréquents que chez le non-fumeur. Donc il y a un nombre incalculable de risques que le fumeur encourt, et c'est très 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 impressionnant quand vous lisez la liste avec toutes les statistiques médicales qui sont faites en Europe, aux États-Unis, etc., où il y a de gros hôpitaux où on suit des fumeurs pendant des années.
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites évidemment sur le sujet, et c'est extrêmement, extrêmement grave. Et ça, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention ce soir. Si vous pouvez retenir juste une chose, c'est que c'est vraiment pas le petit truc là, où il vous dit « Ah, salam alaikum, smahli, eh ben, si tu vas bien, Bekhir », eh ben ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Même s'il en touche 5 par jour, 8 par jour, ou 12 ou 15 par jour. Bien sûr, le risque et la quantité de risque de cancer du poumon, de bronchite chronique, de bouchage des artères avec les infarctus, les crises cardiaques, les thromboses, les artères et les veines qui se bouchent ou explosent ou éclatent dans le cerveau, développement de maladies cardiaques, l'hypertension, etc., la cardiomyopathie ischémique, donc le bouchage des artères coronaires, où le cœur lui-même n'a plus assez d'oxygène, tous les cancers dont je vous ai parlé, les problèmes liés au teint de la peau, les problèmes liés à l'appétit, les problèmes liés au vieillissement précoce, à un vieillissement prématuré, tant au niveau des poumons qu'au niveau du faciès extérieur. Vous verrez un non-fumeur, il a une peau toujours plus lisse, plus belle que le même, qui a le même âge, qui a travaillé ou vécu dans le même endroit, mais qui fume. Il va être plus ridé, plus plissé, plus sombre en général, un teint plus grisâtre. Il va moins goûter ses aliments plus tard, etc., etc., etc. Donc les répercussions sont vraiment multiples sur le goût, sur la santé au quotidien, sur le souffle, sur les maladies cardiaques et tous les cancers qu'on développe beaucoup plus tard. Alors là, j'ai brossé un petit peu une série de dangers sans être très systématique, mais je ne peux pas prendre trop de temps non plus et je dois malheureusement vous dire ça en un temps limité. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, nous, les soignants, les médecins, les pneumologues, etc., les psychologues qui essaient d'entourer les patients et essayer de les accompagner dans l'arrêt du tabagisme? Eh bien, on doit donc bien sûr montrer les bénéfices aux patients, les bénéfices de l'arrêt du tabagisme. Il faut savoir que quelques heures après avoir arrêté de fumer, quelques heures après, la personne peut retrouver un goût et un odorat normal. Quelques heures après, la circulation sanguine sous la peau, qui donne parfois ce teint grisâtre, ses mains froides et des choses comme ça, peut s'améliorer. Le jaunissement des téguments, des dents, des ongles, des extrémités des doigts, etc. Tout ça, après un certain temps d'arrêt, peut disparaître. Retrouver le goût, retrouver le souffle. Mais il faut savoir, quand même, je vous donne un chiffre, c'est que il faut quand même 20 ans, 15 à 20 ans, enfin on va être large, entre 10 et 20 ans, je n'ai pas le délai précis, mais entre 10 et 20 ans, pour quelqu'un qui a fumé, on va dire grosso modo entre 10 et 20 ans, je vous donne une fourchette large parce que je ne me souviens plus des délais et je ne les ai pas sous les yeux, il faut attendre 15 à 20 ans pour quelqu'un qui a fumé pendant 15 à 20 ans, pour que cette personne qui arrête de fumer, donc quelqu'un qui commence à fumer à 20 ans, son frère jumeau il ne fume pas, à 40 ans il arrête de fumer, au total il a fumé pendant 20 ans, vous me suivez? Eh bien il faudra attendre ses 60 ans, ses 55 ans ou ses 60 ans pour le jumeau qui fumait, pour qu'il retrouve un risque de cancer du poumon égal à la personne qui n'a pas fumé. Ça vous donne une idée d'une chose qu'on ne soupçonnait pas non plus, c'est qu'on croit que maintenant j'ai arrêté de fumer, alhamdoulilah, voilà, j'ai mis une belle cravate, je suis bien, ça fait peut-être. Ah, mashallah, c'est bien, etc. Vous l'encouragez. Walakin le gars miskin, il n'est pas sorti de l'auberge. Il n'a pas fini de récupérer tous ses poumons. Donc, 8, 12, 15, 18 ans plus tard, il peut encore développer un problème parce qu'il a fumé malheureusement longtemps, 15 ans, 20 ans, 30, 40 ans. Je vais vous raconter le cas d'un voisin, le Hajj Miskin. Hajj, on va l'appeler par son prénom. Non, je ne veux pas dire son prénom non plus. Il vient chez moi je le connais depuis 15 ans. Quand il vient chez moi à la consultation. Il était juste voisin du cabinet, etc.
Puis un jour, il vient, il tousse, comme une grippe. Bon, je lui donne un sirop, on lui donne un antibiotique. Il revient quelques jours après, il dit, ça va, non, je ne vais pas donner d'antibiotique. Il revient quelques jours après, pas beaucoup de température, mais il crache, des crachats pas propres, etc. Oh, qu'est-ce que je fais? Je lui donne des antibiotiques. Encore un sirop, encore un truc pour l'aider à respirer, pour l'aider à cracher, etc. Donc il a une facture déjà de 20 ou 50 euros à la pharmacie. Il rentre chez lui. C'est Mustafa, dans quelques jours, il va au Maghreb. Vas-y, etc. Il part au Maroc. Je le revois 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. Il m'a fait le Maghreb tout short. Il revient me voir. Et 3 mois plus tard, le lendemain, on saute le barah. Je suis arrivé hier. Qu'est-ce que t'as? Mais je ne suis pas guéri. Comment t'es pas guéri? Non, je ne suis pas guéri. Comment? Depuis que tu m'as vu, je suis comme ça. Alors il a fait une petite radio ou quelque chose au Maroc, où il a vu un médecin qui lui a donné de nouveau des médicaments, il n'a pas fait de radio. 3 mois après, il tousse encore. Et puis je lui demande, tu as fumé? Il y a que ma qui te cuit. Tu es propre, je te vois tous les jours. Non, non, mais quand même, on a qu'un kmit. Ah, kmiti. Pourquoi kmiti? Tu as fumé quand? Maintenant, il a à peu près 75 ans. Il a fumé. Quand? وقفت هذه مدة شحال مدة 12 عام 12 ans. Il a arrêté de fumer il y a 12 ans. Oui, tu as fumé combien? Mais le Hajj. Il a fumé 45 ans. Ah, tu as fumé 45 ans. Je prends mon bic. Tiens, tu vas aller faire une radio tout de suite. Là-bas, plus à la polyclinique, et tu reviens me voir. Il vient me voir avec sa radio. Voilà, j'ai fait la radio. Je regarde la radio et je vois une patate. Vous connaissez la patate, hein? Une patate. Une patate, comme ça, dans son poumon. Dans le bas du poumon gauche. Une patate de 8 cm de diamètre. C'est une grosse patate. Hein? Eh ben, c'était un cancer du poumon chez un vieux hajj qui passe son temps à la mosquée, qui est salé, etc. Mais il a fumé il y a 12 ans. Il y a 12 ans qu'il a arrêté de fumer. On l'a envoyé à l'hôpital, il a fait des soins, machin, il a fait un bilan complet. On a décidé, alhamdoulilah, comme le cancer était localisé, c'était une grosse patate, mais c'était un cancer qui n'était pas trop méchant, parce que le cancer du poumon, il y a différentes sortes aussi. Il y a celui qui vous tue en 6 mois, il y a celui qui peut ne pas vous tuer du tout. Sur la condition d'être soigné et d'être pris à temps, à la colère. Donc ça, c'est une chance déjà sur je ne sais pas combien. Et je vous parle de lui pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, hospital, etc., et on l'a soigné. Oh, grâce à Dieu, alhamdoulilah, il a guéri. On lui a enlevé la moitié du poumon gauche. Il a guéri. Ça a été très difficile. Il a dû apprendre à respirer qu'avec un poumon et demi. Voilà qu'il, alhamdoulilah, bravo. Il est guéri. Plus de cancer, on lui fait des examens. Très bien. 3 ans plus tard, j'ai rien dit. Connaissez Mustafa? Quel boule d'homme. Ah. Il urine du sang. Bon, on va chez un spécialiste, etc. À votre avis, qu'est-ce qu'on lui a trouvé? Qu'est-ce qu'on lui a trouvé dans sa vessie? C'est bouché? Non. On lui a trouvé un cancer, malheureusement. Un cancer de la vessie. La vessie, c'est par où le pipi passe. C'est par où les urines passent. Qu'est-ce que ça va avec les poumons? Qu'est-ce que ça va avec les poumons? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Attends que il y a des cancers qui augmentent, qui sont plus fréquents chez nous. Ça aussi, malheureusement. Ça peut être aussi aggravé par le tabagisme. Voilà. On a trouvé un cancer de la vessie. On l'a soigné, on l'a traité, etc. Et il était très bien. Alhamdoulilah, il a guéri. Je le revois, ça c'était en 2000, et je le revois il y a 2 ans. Il vient, il retousse. J'aime pas moi quand je le vois tousser, parce que ça me rappelle des souvenirs, et lui aussi, miskin, ça lui rappelle des souvenirs. Je suis pas bien, t'es pas bien. Attends, on va faire tout de suite une radio. Qu'est-ce qu'on trouve à sa radio, à votre avis? Une autre petite patate.
habba de zitoun, barakallahu fik. Cherchez la taille, c'est pas l'hadis, c'est pas un peu plus gros. On lui trouve quelque chose d'un peu douteux, on lui fait un scanner, machin, etc. Troisième cancer sur 8 ans. Et deuxième cancer du poumon, qui n'a rien à voir avec le premier. Donc on ne parle pas du métastase. Ce n'est pas le même cancer qui a donné de alors qu'il a donné un autre cancer. Non, c'est un autre. Et il est où? Il est à droite, malheureusement. Quand on lui a fait des examens, on s'est dit, ok, apparemment c'est limité de nouveau comme le premier. Ce Hajj, il a vraiment beaucoup de chance. Subhanallah. On l'a opéré, on lui a enlevé la moitié du poumon droit. Tout doucement, mais il vit avec 2 demi-poumons. Alhamdulillah, grâce à Dieu, il va bien. Pour le moment. Pour le moment. Et puis, il y a quelques semaines, on lui a découvert autre chose. C'est que malheureusement, X temps après, ça avait quand même diffusé ailleurs. Et donc, voilà. Donc maintenant, il a fait quelques chimiothérapies, mais on n'a plus beaucoup d'espoir, et donc il va s'en aller, probablement gentiment avec la maladie. Voilà. C'est un cas très heureux à certains moments, et c'est un cas finalement qui va finir très triste, subhanallah. Je vais vite vous dire quelques petits trucs, parce qu'on a parlé de la nicotine, mais le tabac, on a répertorié plusieurs centaines et plusieurs milliers actuellement de produits actuellement dans les cigarettes. Et il y a des recherches secrètes qui se font dans des laboratoires où il y a les cigarettiers, etc., parce qu'ils gagnent avec ça des milliards et des milliards et des milliards d'euros et des milliards de dollars chaque année, notamment aux États-Unis. Il y a des dizaines et des dizaines de produits. Le tout dernier, il y a ici un article qui est paru dans un journal médical, le polonium tue aussi via la cigarette. Est-ce que vous savez ce que c'est le polonium? On peut s'arrêter là sur les poumons d'un fumeur. Ça va arriver. D'accord. On s'arrête là 30 secondes pour vous parler du polonium. Vous savez, il y a eu un agent secret là, russe qu'on a trouvé tué en Angleterre, à Londres, etc., parce qu'il avait bu un café empoisonné quelque part, etc. Il a bu quelque chose d'empoisonné dans un café. Et on l'a trouvé, finalement, il est mort très peu de temps après. On l'avait intoxiqué et tué au polonium, qui est une substance assez radioactive qui ressemble un peu, je schématise, ça ressemble un peu à l'uranium. C'est comme si vous avez mis une bombe pour vous détruire toutes vos cellules à l'intérieur. C'est vraiment du poison numéro 1. Eh bien, on a découvert que la découverte date probablement d'il y a plusieurs dizaines d'années, mais seulement maintenant, ils osent encore en parler dans les médias pour dire, ah oui, vous savez, mais dans la cigarette, il y a aussi du polonium. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut lancer l'animation. Oui. Donc vous voyez, le tabac, c'est pas simple. C'est pas des petites choses simples. C'est pas quelque chose de hadi, cake me, let's call le cake me, etc. Malheureusement, au plus vous reculez vers les pays les moins informatisés, les moins informés, avec les populations les moins intelligentes, etc., au plus vous trouvez, ils fument. Ils fument de plus en plus. Et voilà. Et dans nos pays, c'est le cas dans nos pays d'origine, où malheureusement, le pourcentage et la quantité de fumeurs, je ne crois pas qu'elle diminue, au contraire. Et ils ont découvert dans la cigarette qu'il y a aussi beaucoup de produits, là vous voyez une malformation qu'on appelle le bec de lièvre, un double bec de lièvre chez un nourrisson, une forme palatine, on appelle ça. Ce sont on appelle ça une forme de loup, le terme exact m'échappe. Pour vous dire, chaque année, il y a 1500 nourrissons qui décéderont à cause du tabagisme maternel, ainsi que le tabagisme passif qui entraîne énormément de malformations. Donc les femmes enceintes qui fument provoquent énormément de malformations chez les nourrissons. Et voilà. Alors ici, on a une image chez une personne qui a fumé longtemps, qui a bouché toutes ses artères, y compris les artères qui amènent le sang au pied, et on voit des orteils nécrosés, noirs, qui sont mortes. Donc si vous attrapez ce orteil et vous faites ça, vous la prenez dans vos doigts. C'est comme ça. Tac, kateh, mon jardin. Nécrose des orteils suite à des graves problèmes circulatoires, artériels, notamment. Je vous montre des images choquantes. Celui qui n'est pas capable de pouvoir patienter, voir des images un peu chocs, ce seraient des images chocs de cancer, etc. Ça, c'est un cancer de la bouche, des lèvres. Cancer de la bouche causé par le tabac. C'est des images chocs, mais c'est pour vous montrer
à quel point ça arrive. Chaque année en France, il y a 15 000 nouveaux cas. Et il y en aura 5 000 qui mourront chaque année. Voici des exemples de dents, de déchaussement, etc. Des dégâts typiques du tabac, la fumée qui empêche la guérison des gencives, les mailles des dents qui jaunissent, hein, et ça malheureusement c'est quasiment irréversible. Hein. Il y a quelques techniques maintenant où les dentistes, certains dentistes sortent de nouvelles techniques pour essayer de blanchir les dents, mais je ne pense pas que c'est très efficace là-dessus. Enfin voilà, ça c'est un exemple. On va voir encore quelques autres exemples. Un cœur normal, à gauche, un cœur ici, rouge là, nécrosé. Vous voyez complètement le cœur, tout à fait abîmé, le tissu, après je quitte mes chafés et il est complètement mort. C'est comme si vous avez un muscle ou à qui vous donnez plus d'oxygène, ben il pourrit. Et c'est ce qu'il y a normalement, notamment dans l'infarctus. La crise cardiaque, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Un cancer du larynx, voilà, qui finit par quoi? Qui est trouvé au manet. On leur fait un trou ici en dessous des cordes vocales pour leur permettre de respirer et de parler. Hein? Vous avez déjà peut-être vu des gens comme ça qui il est obligé d'aspirer de l'air pour le ressouffler de l'estomac parce qu'il ne sait plus parler avec vous, il n'a plus de cordes vocales. À droite ici on a les poumons, à gauche pardon, on a les poumons sains là-bas au fond. À droite, c'est l'inverse plutôt. Ici, on a un poumon sain. Au fond, on a des poumons abîmés et remplis de goudron. Parce qu'on parle de la nicotine, on n'a pas parlé du goudron. On n'a pas parlé de toute une série de polluants qu'il y a dans la cigarette. Et le temps nous manque malheureusement. 27 774 cancers de poumons. 27 164 morts. Il y a 610 rescapés. Ça, c'est un exemple sur certaines statistiques, notamment françaises. Voici une comparaison assez étonnante. Hein. Vous allez voir des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. À droite des poumons de fumeurs, à gauche des poumons sains. Vous voyez la différence, hein. Toutes les plaques noires et sombres que vous voyez là, c'est du goudron. Du goudron. C'est le même goudron avec lequel on fait les routes. Il n'y a pas de différence. Sauf que là, il est mis en très faible quantité dans la cigarette et quand vous l'aspirez, il doit fumer quelques années avant d'avoir ça dans les poumons. Mais il l'aura certainement, s'il a fumé quelques années. Si vous avez un jeune, 35 ans, en pleine forme, mais qui a déjà fumé 10 ans, ben, il a déjà des poumons qui peuvent ressembler en partie à ça. Alors voilà, ben, est-ce que vous voulez ressembler à ça? Est-ce que vous voulez finir comme ça? Hein? Espérons que non, gageons que non, Inch'Allah, gageons que nous ayons la force de pouvoir encourager tous les fumeurs à arrêter de fumer. Les pires toxiques, nicotine, goudron, le monoxyde de carbone, le CO qui est relâché par les chauffe-eau, etc., qui ne fonctionne pas bien dans certaines salles de bain et qui va jusqu'à tuer, il y en a en petite quantité dans la cigarette, l'acide cyanhydrique, différents acides, etc. Voilà, la mort à petit feu, vous avez vu l'image, hein, le gars qui veut se faire exploser, ben, la meilleure manière de se tuer, il met plein de cigarettes dans sa bouche, il les allume, il fume un bon coup, et puis voilà. Alors, là, si on peut s'arrêter un petit peu, ça c'est les statistiques en Belgique. Donc, on ne parle pas du Japon, de l'Australie, de l'Italie, on n'est pas au Groenland, on est en Belgique. Où nous vivons actuellement. 150 morts du sida par an, chaque année. 250 morts par drogue, essentiellement des overdoses, etc. Drogue dure, cocaïne, héroïne, etc. 1500 morts chaque année par les accidents de la route. L'alcool, 4000 morts par an. Le tabac, combien il y a ici? 20 000 morts chaque année. Ça, c'est des estimations grossières, statistiques, faites sur les chiffres de chaque année, étudiés, etc., par les ministères et autres. Donc voilà. Vous voyez 20 000 personnes tuées chaque année par le tabac. Ça vous laisse réfléchir et voir à quel point les drogues, l'accident de la route, etc., combien ça tue, le tabac, Bordeaux, le seul tabac, combien ça tue. Alors évidemment ici, c'est toutes les causes confondues. Là, tous les cancers, les infarctus, les thromboses, etc. Tu peux avancer, je ne sais pas si... Voilà. L'info de la soirée.
Il y a du son là ou pas? Tu peux Non? commenter. Voilà. Vous voyez ici Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Vous connaissez, hein? On a tous regardé ce film. Hein? Voilà. Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Il a fait une signature ici. À une association d'un film, il allait recevoir 500 000 $, je crois. Vous avez le chiffre? 500 000 $. Pour 5 films différents. Pour 5 films différents. Je me rappelle bien, c'est pas la Afrique. À condition de jurer, de promettre que dans le film, vous allez le voir faire quoi? Donc voilà les contrats cachés, hein, un des exemples de contrats cachés que vous pouvez voir. Il y a du son ici ou pas? Non? C'est un commentaire vidéo. Hein. Ici on voit un petit peu ça c'est un des médecins de Saint-Pierre, ici le Pierre Saint-Pierre, qui est très connu dans le domaine de la pneumologie, dans le domaine des cancers bronchiques, qui montre des exemples d'amputation. Si vous avez totalement amputé, ce qu'on a dû faire parce que les vaisseaux ne faisaient plus passer le sang. Voilà. On a dû amputer, on a dû couper des jambes. Ça, c'est des cas extrêmes, mais c'est des cas réels, c'est des choses qui arrivent. Ou alors vous voyez évidemment quelques images de cancer, etc., qui reviennent. Bon, ça doit nous faire prendre conscience que ce truc-là, qui est simple, hein, maintenant vous avez vu, les paquets de tabac d'inversion, ils doivent mettre des photos, ils doivent montrer que ça tue. Je ne sais pas bien qu'est-ce qu'ils vont inventer. Peut-être qu'il va dire qu'on fait avec les paquets de tabac, ils vont mettre des paquets de tabac avec de l'électricité à 380 volts. Ils vont voir celui qui veut prendre et va d'abord bien se faire électrocuter. Ou il y a une jambe, s'il a survécu, il peut peut-être fumer. Peut-être, je ne sais pas où vers quoi ça va. Des photos, des avertissements, des trucs. Ils ont obligé tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté la publicité du tabac. Et ils ont été très... Et l'État, et de plus en plus d'États, oblige les cigarettiers qui vendent leurs cigarettes à mettre ça sur leur paquet de cigarettes obligatoirement. Ils sont obligés de par la loi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que malgré tout, nous avons encore malheureusement beaucoup de gens qui fument? Et alors, les autres, ils ne donnent pas les cigarettiers, ceux qui vendent le tabac. Ils ne donnent pas la cinche, ils ne s'occupent pas de travailler. Et dans le laboratoire, etc., ils inventent chaque fois de nouvelles molécules dans la cigarette pour pouvoir essayer d'induire chez celui qui commence à peine à fumer juste quelques coups, un bien-être tout de suite, quelque chose tout de suite, tout de suite il y a quelque chose qui va lui plaire, tout de suite il y a quelque chose qu'il va ressentir, et tout de suite, le plus rapidement possible, il va devenir dépendant, accro, comme tu as dit. Voilà. Et c'est ça le danger. C'est parce qu'il y a des gens qui mettent des milliards de dollars là-dedans, chaque année, dans une cigarette, comme l'a dit encore notre camarade ici, il y a plus de 4000 produits différents. Plus de 4000 produits différents dans une cigarette. Voilà, dont les premiers évidemment sont des toxiques incroyablement dangereux. Voilà, je pense qu'on va rester là. Voilà, barakallahu fikoum. Merci pour votre patience et votre attention. Barakallahu fikoum. Je remercie notre honorable professeur, le docteur Moustapha Bouhout, pour la préparation de cette conférence et pour sa présence ainsi que pour l'importance qu'il accorde à nos invitations. Barakallahu fi. Tout comme je remercie la présence de Median TV et de Da'wa Islam TV qui fournissent un travail extraordinaire au sein de la communauté musulmane de Belgique. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis à travers Internet. Barakallahu fil jami' wa jazallahu al jami'.